Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brut e-commerce. On est de retour, c'est le 3e épisode de la saison 2 qui se fait en assemblée. Donc aujourd'hui j'ai 3 invités de marque, Morgane du bar à boucle, Maxime d'Ecoya et Thomas de Sport à l'affiche, avec lesquels je vais discuter du sujet grossir en e-commerce après 2022. Parce que vous avez tous en commun d'être des marques qui grossissaient qui ont grossi du moins historiquement en partie avec l'acquisition en ligne. Donc il y a de l'AS quelque part dans votre mix marketing. Donc nécessairement 2022 et potentiellement aussi 2021 ont été des années assez clés pour vous, du moins qui ont annoncé du changement. Avant de rentrer dans les sujets, dans les questions que j'ai envie de vous poser et de vous laisser discuter entre vous et découvrir vos situations et potentiellement rebondir les uns sur les autres, je vais vous laisser vous présenter. On va prendre dans l'ordre alphabétique et nous avons Morgane et Maxime. Je vais laisser commencer Maxime du coup. Merci Théo en tout cas pour l'invitation et ravi de rencontrer tout le monde et de pouvoir discuter de ce sujet-là. Donc moi Maxime Proux, je suis cofondateur d'une marque qui est Ecoya et qui est une marque qui a pour ambition de repenser les objets du quotidien pour les rendre non jetables. Donc nous, notre objectif c'est de faire de l'économie circulaire et concrètement le premier objet qu'on a repensé c'est une coque de smartphone que j'ai avec moi qui est relativement toute simple, si ce n'est qu'elle est fabriquée en France et surtout recyclable à l'infini. Donc l'idée en fait c'est que on produit des coques qui en fin de vie peuvent être envoyées pour être recyclées et refaire des nouvelles coques. Donc ça c'est un projet qu'on a lancé il y a maintenant un petit peu plus de il y a 3 ans en fait quasiment jour pour jour. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Donc avec effectivement comme disait Théo une bonne phase de croissance liée à de l'acquisition. On a beaucoup démarré en fait avec de l'acquisition notamment Facebook, Instagram dans les années 2020 puisque on avait lancé un crowdfunding pour démarrer l'activité. Et on a pu échanger avec Théo un petit peu en fin d'année 2021 ou 2022 justement avec d'autres contraintes, d'autres problématiques et je pense qu'on aura le temps de le redévelopper dans le podcast. Merci Morgane. Salut à tous du coup, donc moi je suis Morgane, je suis la fondatrice du bar à boucle qui est un concept dédié aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Nous on est distributeur de 25 marques de cosmétiques différentes, on a plus de 200 références donc ça fait quand même un gros catalogue. On est également en physique, on a 2 points de vente / salon de coiffure dans Paris. Nous, on a pas mal explosé lors du confinement parce que la beauté en ligne a connu vraiment un énorme boom. Et le challenge après ça a été de garder en fait ce niveau de vente, de pas perdre les gens qui ont acheté une fois chez eux pendant le confinement parce que ils s'étaient dit tiens si je me faisais des masques et après on les perd. Et puis surtout nous c'est vraiment d'offrir une expérience en ligne aussi quali que l'expérience qu'ils peuvent avoir en physique. Parce que la beauté derrière un écran, ça peut être très boring, alors qu'en physique, c'est une vraie expérience. Donc il y a vraiment un sujet aussi d'omnicanalité pour nous. Top, merci. Et on termine par Thomas. Merci. Thomas Mercier, je suis le cofondateur de Sport à l'affiche. Sport à l'affiche, c'est une marque que j'ai lancée avec mon frère en avril 2020, donc lancement pendant le premier confinement. Donc Sport à l'affiche, c'est quoi ? C'est la boutique déco pour les fans de sport. L'idée de base, c'était de se dire que nous, avec mon frère, tous les deux, on était des grands passionnés de sport. On mangeait sport, on fait du sport, on regarde du sport à la télé, l'actualité, etc. Et il n'y avait rien qui reflétait ça chez nous. Pourquoi ? Parce que dans les produits on va dire dérivés classiques, il y a beaucoup de choses pour aller supporter son équipe, donc des maillots, des écharpes, des bonnets, mais le ramener dans le cadre de chez soi, c'est un peu compliqué, ça, il y a un côté un petit peu beauf associé à ça et du coup on a surfé un peu sur l'essor de l'affiche qui est un support qui nous permettait de faire de refaire une rencontre entre 2 univers, la passion pour le sport et la décoration d'intérieur. Donc nous, en gros, on traite, notre sujet, c'est le sport, c'est des sportifs, c'est des clubs, mais qu'on va traiter de façon artistique, graphique, avec des codes en termes de graphisme qui sont pas du tout ceux qu'on va avoir dans le monde du sport, mais plus ceux qu'on va avoir dans le monde de l'art ou du graphisme en général. Et du coup, on a des produits déco qu'on crée de A à Z, design, impression, on gère toute la partie, on gère tout notre système de A à Z avec la logistique, etc. Et on s'est lancé du coup assez rapidement, on a eu des bons retours là-dessus et depuis 2 ans on est à plein temps sur le sujet. Aujourd'hui on est une petite équipe et on suit une belle croissance qui a commencé avec du Facebook Ads comme beaucoup de petites startups et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir une validation du produit assez rapidement et puis des premières ventes et après on a capitalisé là-dessus pour développer notre offre, mais tout ça je pense qu'on en reparlera plus en détail dans la foulée. Ouais, écoutez, merci beaucoup pour vos présentations. Alors j'ai envie de commencer par toi Thomas, parce qu'en fait tu as cette spécificité entre autres, je pense que Maxime l'a aussi avec le crowdfunding, d'avoir élaboré ton produit en même temps quasiment que tu lançais tes premières campagnes Facebook, c'est-à-dire c'est comme ça que tu as grossi dès le démarrage. Donc ça veut dire qu'en fait tu ne te serais pas lancé si
enfin, bon, ça ne serait pas lancé de la même manière si les campagnes Facebook avaient été non rentables au possible. Donc en fait, ça veut dire qu'au démarrage, ça a été un canal qui vous apportait. Comment tu l'as vu évoluer, toi, pour toi, depuis cette phase-là où tu t'es lancé et aujourd'hui? Ouais, clairement, tu as tout à fait raison. Nous, on s'est lancé en mode MVP, une boutique qu'on a construit en quelques jours, Shopify, un produit qu'on a élaboré pour le coup un peu plus longtemps en amont, mais on a commencé avec un produit sur une équipe de foot. Et comment on a fait pour valider ce concept, c'est qu'on a créé une campagne Facebook avec un ensemble de publicités, audience personnalisée, on a mis le club en intérêt, et on a lancé ça avec un visuel qui allait parler exactement à l'audience. Très simple, et assez vite, ça prend des commentaires, quelques ventes. Et on a capitalisé là-dessus jusqu'à quasiment tout 2020. On a fait ça comme ça. On avait des campagnes. Notre business manager, il était très sectionné avec des différentes campagnes, des visuels qui allaient parler à chaque fois à une audience précise. Et on avait un nombre de campagnes hallucinant, et ça marchait très très bien comme ça. Et quand je revois aujourd'hui les chiffres, j'ai raté un peu tout à l'heure pour avoir ça en tête, mais les chiffres qu'on avait en termes de coût d'acquisition, de ROS, etc., comparé à maintenant, c'est assez hallucinant. Alors que j'avais pas beaucoup d'expertise sur le sujet à l'époque. Mais comment j'ai vu évoluer ça? Du coup, il y a deux choses. C'est qu'au début, nous, on était vraiment sur un principe où on faisait du surpersonnalisé, on segmentait tout. On avait vraiment, on montrait un visuel précis à chaque audience en fonction, et personne d'autre ne voyait ce visuel-là que les gens concernés vraiment qui allaient voir ça. Quand on a vu que ça commençait à devenir un peu plus compliqué, on a essayé le but pour pouvoir mettre des budgets plus conséquents sur des espaces, sur des ensembles de publicité ou sur des campagnes. On a essayé de remonter d'un niveau et d'agréger différentes campagnes ou ensembles de publicité ensemble pour passer par exemple d'un niveau de club à un niveau de sport, et essayer de tendre vers le concept, de dire on a limite, on va dire l'extrême, c'est d'avoir une seule campagne qui met en avant notre concept, mais c'est un chemin qu'on a mis du temps à trouver la façon de le faire, et on a été poussé à ça par les changements qu'il y a eu dans Facebook, qui à un moment donné, nos audiences, la structure qu'on avait au lancement ne fonctionnait plus du tout. On n'avait plus du tout de perf, donc c'est pour ça qu'on a remonté d'un niveau pour essayer d'avoir le sport et de montrer que des visuels de foot aux fans de foot. Néanmoins, c'était plus compliqué aussi parce que il se peut du coup qu'un fan de Paris va se retrouver avec une affiche de l'OGC Nice, et ça va pas du tout lui parler. Et du coup, comment on gère ça? Donc on a dû changer aussi nos visuels, du coup nos créas, pour dire il faut que ça parle à tout le monde. Donc c'est pas forcément mettre un visuel en question en avant, c'est plus mettre un concept. Mais il y a pas mal de changements à aborder. Et après, c'est comment on arrive à remonter à l'étape du dessus, où on a aussi été poussé par ça, par la performance qui était un peu en chute sur Facebook. Comment réussir à mettre tout le budget qu'on a sur 5-6 ensembles de publicité, à le mettre ensemble sur une campagne, de façon à avoir un budget plus conséquent avec des performances plus sympathiques. Et voilà, c'est vraiment l'évolution qu'on a vue et qu'on a essayé de suivre, rassembler nos campagnes au strict minimum quasiment. Ouais, c'est un des points. Facebook a sorti il y a pas longtemps un truc qui vient supplanter le Power 5 que vous connaissez peut-être, qui était genre des 5 points pour la performance. Ça s'appelle le Performance 5, et dans lequel ils ont changé la simplification du compte par la consolidation du compte, qui est en fait texto la définition que tu viens de donner de comment tu pilotes tes campagnes, c'est-à-dire de rassembler plus de trucs ensemble. Et aujourd'hui sur le ROI, en fait, ça s'est traduit comment? Genre, tu t'as jamais retrouvé les ROI que tu avais à l'époque? Non, clairement, on n'a pas du tout les mêmes ROI. On voit deux choses. Alors nous, d'une part, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné dans l'évolution, c'est que moi, je marchais au début, j'ai fait ça tout seul. Dès que après Noël 2020, c'était le summum de la performance. Je pense que c'était l'Eldorado du Facebook Ads à ce moment-là pour nous. Et dès janvier, ça s'est un peu cassé la gueule. Et là, l'idée, c'était de se dire comment je fais pour retrouver de la perf. Donc j'ai essayé 2-3 choses. J'ai jamais trop réussi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à collaborer avec une agence de façon à pouvoir aussi échanger sur le sujet, avoir des retours et bénéficier d'une expertise plus importante. Et du coup, même malgré le fait de travailler avec une agence, etc., j'ai jamais réussi à retrouver les niveaux de performance que j'avais en 2020. Néanmoins, on a appris, je pense, à mieux comprendre l'outil aussi et comment nous on allait l'utiliser. Aujourd'hui,
moi, je considère que Facebook, pour nous en tout cas, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser à fond sur certaines périodes. Donc, on va l'utiliser pour du lancement de collection. On sort un nouveau partenariat avec un club important, avec une fédération, avec un sportif. On va aller utiliser cet outil-là pour communiquer massivement là-dessus, pour que les gens soient au courant et du coup avoir du trafic, pouvoir faire du retargeting, etc. Donc, ça, c'est quand nous, on a des nouveautés de l'actualité. Et surtout, on va les communiquer pour des gros événements comme nous, sachant que nos produits sont achetés en grande majorité pour du cadeau. On va les communiquer plus facilement à la fête des mères, à Saint-Valentin et surtout fête des pères et Noël. Et c'est là où on va pouvoir utiliser à fond Facebook. Le reste de l'année, grosso modo, depuis la fête des pères, là cette année en 2022, donc de juin à maintenant, l'idée c'est de trouver le budget minimum pour continuer à avoir une présence quand même, parce qu'on veut pas se dire attends, on fait rien du tout. Je sais que pas mal de marques ont pris ce parti-là, mais nous on voulait quand même rester pour avoir une présence, pour continuer à avoir un peu de business, des ventes, etc. Donc trouver le budget qui nous permet d'avoir quand même une rentabilité, parce qu'on est une petite entreprise, donc moi je peux pas me permettre d'investir à perte comme ça sur 4-5 mois, c'est pas possible. On a une approche très héroïste, donc on essaye de le garder, donc on se met une target de ratio publicitaire, on essaye de la maintenir et on ajuste le niveau de budget dépensé en fonction de ça, mais c'est vraiment une présence et ensuite on essaye de préparer en amont les gros événements pour pouvoir lâcher les chevaux et voilà, pas se mettre de limite sur le budget si la performance est retrouvée. Mais par exemple à la fête des pères, on était pas, avant ça marchait pas, et à la fête des pères on a retrouvé une façon de fonctionner et on a pu augmenter fois 10, fois 50 les budgets qu'on avait par rapport à un mois avant, juste parce que on retrouve de l'attraction. Mais ça reste des fois ponctuel comme ça, c'est pas sur toute l'année pour nous. Ok, c'est intéressant parce que je sais que Maxime, toi tu as une saison qui est aussi très forte sur la fin d'année, mais par contre, je vais y venir juste après. Toi Morgane, intuitivement j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse saison comme ça sur les produits pour les cheveux bouclés. Comment ça, du coup, est-ce que tu as une autre stratégie sur Facebook? Nous, effectivement, il n'y a aucune saisonnalité. Genre, même Noël, tout ça, tout est très très lissé. Du coup, nous, on tourne plutôt, ouais, c'est ça, on va pas changer nos pubs aussi régulièrement, mais on va vachement essayer de montrer des personnes qui ressemblent aux gens qui peuvent voir nos pubs. C'est-à-dire, donc nous on est vraiment sur les cheveux bouclés, frisés, crépus. On va aller montrer des cheveux bouclés aux personnes qui ont les cheveux bouclés, forcément des personnes aux cheveux crépus, aux personnes qui ont les cheveux crépus. Il y a un très fort sentiment d'identification en fait, mais vraiment nous la saisonnalité c'est ultra lisse. Du coup, on va plutôt essayer de renouveler nos créas avec un peu ce qu'on a déjà. Donc c'est vraiment juste donner l'impression à nos clients qui voient une nouvelle pub, donc comme limite une nouvelle marque, avec en fait limite des images qu'ils ont déjà vues. Donc on doit rivaliser d'imagination, hein, bien sûr. Mais du coup on est plutôt là-dessus, ouais. Donc nous c'est assez lisse et en plus nous du coup on peut communiquer que sur nos produits parce qu'on a aussi des prestations de coiffure et on ne peut pas communiquer dessus parce qu'on n'a pas du tout de place. On est booké trop en avance. Du coup, on doit se bloquer sur une partie de nos produits. Donc, sur certaines pubs, il y a des gens qui nous disent ah oui, mais j'essaye de prendre rendez-vous dans le salon de coiffure, tout ça. Et ça, on essaye de le passer sous silence parce qu'on est trop, on n'a pas d'offre en fait là-dessus. Donc en plus, on est bloqué vraiment sur une partie de nos produits. Ok, donc ça veut dire que même quand tu fais la pub pour les produits de la boutique en ligne, en fait, les gens derrière vont vouloir réserver des. Ouais, c'est ça. D'accord, donc t'es obligé de te caper. Ils disent mais moi j'ai essayé de prendre rendez-vous, blabla et tout. On est genre non, regardez ce shampoing, ne regardez pas les rendez-vous. Mais ouais, du coup, nous, malheureusement en fait, on peut parler que des produits qu'on vend en ligne toute l'année et ouais, pas trop de saisonnalité ni rien. Nous, la fête des mères pour les shampoings de Noël, tout ça, ça marche pas du tout parce qu'on va pas offrir des produits pour les cheveux à Noël. C'est trop risqué en fait. Les gens ont trop peur de se gourer. L'année dernière, on a fait un calendrier de l'Avent. Ça avait bien marché, mais en fait en précommande et on n'a même pas eu le temps de faire de pub dessus parce qu'on avait fait une petite quantité. Mais sinon, ouais, non, nous, pas trop de saisonnalité. Pourtant, ça serait cool, ça serait drôle. On pourrait faire des trucs plus marrants, mais pour le moment, c'est pas la peine. Maxime, toi, du coup, ta stratégie, elle ressemble plus à celle de Thomas, c'est ça donc Un petit peu, même si... En fait, de ce que j'entendais, Thomas, tu coupes un petit peu le budget, en tout cas tu laisses un filet pour réaccélérer. Nous, en fait, pour bien faire comprendre notre contexte, il est qu'on a fait un crowdfunding et on a lancé notre projet avec un MVP en fin d'année 2020. Et là, évidemment, c'était le top, parce que je pense, comme disait Thomas, même sans grosse connaissance, t'arrivais à avoir un ciblage, tu mettais de la pub. Donc nous, on a démarré plutôt par du lead gen et du nurturing. Donc ce qui est aussi un truc assez cool et qu'on reconduit maintenant, c'est malgré tout, c'est important
de choper du mail et faire passer plus d'infos. Et là, on avait une bonne surprise, c'est qu'on avait converti super bien au lancement du crowdfunding. Et en plus, ça tombait pile poil dans la fenêtre de tir où le crowdfunding, on l'avait lancé entre novembre et décembre. Et donc, pour rappel à tout le monde, c'est là un peu où il y a les sorties d'iPhone, donc c'est là où il y a du changement et c'est là où il se passe un petit peu les changements de coque. On avait fait ça, et après pour reprendre un peu la question Théo que tu avais au début par rapport à 2020-2021, suite au crowd, on n'avait pas encore les produits et on avait mis en place un système de précommande. Et effectivement, même en précommande sur de la coque, alors que tu dis logiquement la coque c'est quand même le truc que tu es censé avoir pour protéger ton téléphone à un instant T, on avait des hyper bons ROI, ça tournait pas mal, mais vu qu'on n'avait pas les produits, on s'était dit arrêtons, faisons les produits. Et donc nous on a eu une phase de quasiment un an ensuite entre le crowd et de se relancer, qui est 2021, de faire ce fameux produit parce que c'est un produit qu'on fait en France, qui est industrialisé, et du coup on avait dû aller chercher de l'argent auprès de BPI, auprès d'Invest, etc. Ce qui fait que le gros recul maintenant c'est 2022, et clairement nous 2022 on a pris un peu un coup derrière la tête puisqu'on s'est dit on relance la même chose et vraiment plus du tout les mêmes résultats, de par le tracking déjà, archi dur, et ça je reviens dessus, c'était important, mais on avait des grosses difficultés, y compris à piloter, à comprendre ce qu'on faisait, vraiment très très peu de data puisque de base on allait chercher les utilisateurs iOS puisque on a que des coques d'iPhone pour l'instant, et je pense que globalement même les performances en fait de pub etc tournaient plus du tout, donc je pense qu'il y avait un changement assez global et sur le tracking et sur la façon de faire les choses. Et là c'est le moment où en partie on a commencé à faire pas mal de tests, nous en perso sur effectivement les créas, on savait qu'il y avait les créas qui rentraient beaucoup en jeu, donc passer plus sur la vidéo etc. Malgré tout on avait du mal à avoir une vision globale de ce qu'on faisait, et c'est là où on avait changé ensemble Théo, et puis du coup après on a fait appel à Héloïse côté accompagnement Kudak, de regarder plus le tunnel de vente et de commencer à travailler plus on va dire à une canalité sans forcément rentrer dans trop de leviers. Mais aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur Facebook en acquisition, Google et beaucoup de mailing, et c'est à partir de ce moment on a commencé à mettre un petit peu les trois ensemble que si on regarde notre coût d'acquisition global c'est cohérent, même si sur une période flat on n'est pas en capacité vraiment de pousser à fond, c'est-à-dire que dès qu'on pousse un peu trop les budgets en saisonnalité classique on n'a pas forcément un ROI qui va grimper, et le recul là on va dire qu'on l'attend un petit peu maintenant. On a vu déjà des performances pas trop mal en septembre parce qu'il y a eu l'écho de la sortie d'iPhone, donc ils font des retombées, et c'est surtout novembre-décembre 2022 qui vont nous donner aussi des indications là-dessus. Ouais, c'est intéressant parce que nous on dit souvent que finalement ce qu'iOS 14 et en fait le nuage qui est venu se mettre autour de l'acquisition a fait, c'est que ça t'a un peu plus rapproché de ce que voulait ton marché, de la saisonnalité en fait, des envies de tes consommateurs. Finalement c'est très compliqué d'aller contre avec une régie qui pouvait te donner des coups d'acquis, peu importe, même hors saison, tu pouvais faire des carnages. Ouais, complètement. Et donc du coup, ça c'est le premier truc. Et ensuite, derrière, ça a forcé un peu les gens à diversifier les canaux. Et je me pose la question de ce que vous en pensez, parce que là, Massime nous explique, il y a Google, il y a de l'email, etc. Est-ce que vous êtes posé la question aussi, globalement, d'aller chercher d'autres trucs, parce que toi, Morgane, en fait, dans tes revenus, t'as une diversification quand même assez. C'est pas juste une diversification de Google et Facebook, c'est j'ai un salon qui me rapporte des revenus. Donc, est-ce que tu te dis, je vais poser cette stratégie globalement et je vais chercher d'autres relais de croissance? Un peu toujours par curiosité, et puis parce que voilà, on n'est jamais, on n'en a jamais assez. Notamment par relais de croissance, tu peux aussi parler des autres supports. Je pense par exemple à TikTok, Pinterest et tout. On se dit on essaye là pas mal d'aller par là. Et puis nous en relais de croissance qui marche pas mal, ça va être tout ce qui est parrainage qui marche énormément, et l'emailing. Qui marche énormément chez nous, mais c'est vrai que maintenant c'est vrai que les ads ça c'est vachement compliqué cette année. Nous, on a eu des coûts d'acquisition quand même qui ont explosé, du coup on essaye pas mal d'aller chercher c'est ça, d'autres relais qui vont être quand même assez qualifiés, qui vont essayer de nous coûter moins cher. Donc les mailings de parrainage chez nous ça marche quand même hyper bien. Je vais te faire donner un petit peu de précision dessus avant de poser la même question à Thomas. Alors on commence par le parrainage parce que c'est un truc, le référal c'est un truc dont on parle beaucoup, mais ça marche sur moins de personnes que ce qu'on pense. Chez toi, ça marche? Comment c'est structuré? Chez moi, ça marche bien. En fait, on s'est rendu compte d'un truc tout bête. C'est que les personnes aux cheveux bouclés ont toujours des amis aux cheveux bouclés. Et ça marche vachement en bouche à oreille. Vous m'entendez bien? Ouais, non, on rigole parce que c'est intéressant d'imaginer un groupe de potes avec que des cheveux bouclés et tout. Genre. Non, mais regardez autour de vous. Vous allez forcément avoir des gens aux cheveux bouclés. Ils ont toujours potes avec des gens aux cheveux bouclés. Ou alors des gens dans leur famille qui ont les cheveux bouclés. Et vu que l'offre pour ce type de cheveux est très rare, quand ils trouvent un truc bien,
c'est le bouche à oreille. Nous, on a été connus vraiment grâce au bouche à oreille. Du coup, on s'est dit, en fait, ce bouche à oreille, on va essayer de gagner de l'argent avec. D'où le parrainage. Donc, c'est très simple. En fait, nous, c'est ultra classique. On dit juste, vous avez acheté chez nous, vous aimez bien. Si vous avez des potes aux cheveux bouclés, forcément, donnez-leur un code. Ils gagnent de l'argent et vous aussi. Et voilà. Et en fait, nous, tout seuls, du coup, ça nous ramène des nouveaux clients. En fait, même pas des nouveaux prospects, hein, des nouveaux clients naturellement. Quelqu'un qui a les cheveux bouclés va nous ramener sa sœur et sa mère. Parce que très souvent, génétiquement, elles ont aussi les cheveux bouclés. Donc ça, nous, ça marche énormément. Et c'est une communauté également qui est très engagée. Je pense à Instagram, c'est vraiment, il y a tout un monde cheveux bouclés. Et pareil, il y a des filles qui vont dire, moi j'ai enfin trouvé un coiffeur ou un site internet qui vend des produits corrects. Voilà mon code de parrainage, utilisez-le comme ça. Et c'est aussi un gage de qualité. Si on partage le code de parrainage, c'est qu'on a testé, qu'on est content, du coup on peut y aller. Donc nous, c'est vraiment le bouche à oreille rémunéré en fait. Et comment ça fonctionne ton système d'incentive? Tu t'offres quoi? Nous, on offre 10 € pour le parrain, 10 € pour le parrainé. Ok, d'accord. Et ça t'arrive dans ton mix d'acquisition, parce qu'en fait c'est de l'acquisition, c'est une proportion importante de tes achats? Quand même, moi ça représente bien 15% de notre acquisition. Donc on n'arrive pas encore à 50%, ça serait vraiment énorme, ça serait génial. Je sais pas si les gens qui achètent des coques d'iPhone ou de la déco ont un tel niveau de prescription. Peut-être que vous me direz le contraire. Ouais, non. Mais après, c'est un sujet auquel je pense depuis un petit moment. Et du coup, c'est vrai que. Mais j'aurais été intéressé même de savoir, toi, Morgane, en pratique, du coup, j'ai bien compris l'offre. Mais derrière, en termes d'outils utilisés pour mettre ça en place, tu utilises quoi? Et est-ce que c'est. Voilà, est-ce que à quel point c'est simple de mettre en place ou est-ce que tu as dû faire appel à quel type d'outils? Je sais qu'il y a des trucs qui existent comme Yotpo, des choses comme ça, mais c'est vrai que ça paraît simple comme ça le parrainage, mais pour qu'il soit efficace, clair et que ça fonctionne bien, je pense qu'il y a quand même un petit sujet pour que ça roule et qu'il n'y ait pas c'est pas natif dans Shopify ou autre quoi. Non, mais c'est ça. Nous avant, c'était sur notre CRM qui s'appelle Spread, et là on vient de changer, on est passé à Yotpo plus Klaviyo, et du coup en fait ça se met en place. En fait, t'as juste à décider combien tu donnes comme incentive d'un côté et de l'autre, et après ils font une belle page, parce qu'effectivement il faut un peu le brander quoi, faut que ce soit un peu sympa. Mais et après on le market, c'est-à-dire que quand les gens rentrent dans notre base d'emailing, on leur envoie des mails en disant au fait vous pouvez parrainer vos potes, tout ça, il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça reste dans un coin du site, et voilà. Nous on en parle régulièrement, aussi bien en story sur Insta, tout ça, que dans nos newsletters, sur nos flyers e-commerce que tu as dans le colis. On dit voilà, vous avez aimé votre commande, n'oubliez pas de parrainer vos amis, tout ça. Il faut quand même le mettre en avant quoi. Mais une fois que tu l'as cadré, qu'il est un peu brandé, tout ça qui donne envie. Après, ce qui est bien, c'est que ça tourne. Tu peux le laisser toute l'année, ça devient jamais vieux, ça tourne bien. Non mais clairement, c'est très intéressant. Et effectivement, je pense que sur ta gamme produits, c'est hyper pertinent parce que en plus, c'est des produits où les gens viennent régulièrement, ils vont en acheter un, mais ils vont venir en racheter dans 2-3 mois, une fois qu'ils ont fini le shampoing, parce que normalement, ils ont toujours des cheveux d'ici 3 mois après. Nous, c'est pas la gamme. Je pense que ça se teste. Aujourd'hui, maintenant, je pars du principe que tant qu'on n'a pas testé les choses, c'est difficile de savoir en amont. Mais nous, c'est sur le cadeau. Comme sur le cadeau, pour le coup, le côté de déco un peu moins, mais le cadeau, tout le monde cherche des cadeaux et on pourrait incentiver les gens à dire, généralement quand on offre un cadeau, déjà le client n'est pas le destinataire, donc le destinataire pourrait ensuite lui acheter pour un autre pote et ainsi de suite. Donc clairement, c'est un sujet que j'ai en tête, pour la suite. Mais en vrai, Thomas, toi, je pense que ça peut trop marcher parce que quelqu'un qui est fan, je sais pas, du PSG, il a forcément des potes qui sont fans du PSG avec lui. Donc s'ils ont un bel objet chez eux, ils vont se dire mais trop sympa, ça vient d'où? Et hop, ils les parrainent. Clairement, c'est une logique qui me paraît assez intuitive aussi, et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas pu prioriser cette année, mais je pense que à mon avis, dès début 2023, ce sera sur la table. En plus, c'est pas cher. T'as juste à le mettre en place, et voilà, en coût d'acquisition, c'est quand même très faible. Clairement. Non, nous, notre côté, pour revenir à la question initiale, nous, on a une petite spécificité qui est un peu indépendante de notre activité de e-commerçant, qui est que là, en 2022, on a mis une grande partie de nos ressources en termes de temps sur le développement de nos partenariats. Aujourd'hui, on est licencié officiel de très nombreuses marques sportives, donc dans le foot, je pense notamment au PSG, au Stade Rennais. Là, on vient de finaliser l'Olympique Lyonnais. Rugby, on a la fédération Stade Toulousain, on a la fédération de basket aussi. On a signé un partenariat avec F1 Alpine, des sportifs. Donc ça, c'est un truc qui a pris beaucoup de temps, et c'est vraiment un axe qu'on a eu en début 2022, de vouloir enrichir notre offre avec des produits officiels. Et du coup, ça a pris. Moi, je suis passé grosso modo de, on va dire,
directeur e-commerce de Sport à l'affiche à directeur commercial parce que j'ai concentré vraiment toutes mes ressources là-dessus. Ce qui a amené du coup quelque chose d'assez naturel et c'est ce qu'on voulait aussi en termes de développement de nos canaux d'acquisition et de nos canaux de vente, c'est que naturellement du coup on a développé du B2B via ces partenaires-là parce que les produits qu'on crée sous licence peuvent être aussi référencés dans les boutiques en ligne, boutiques physiques de l'ensemble de ces partenaires. Donc aujourd'hui on a les boutiques qui sont présentes dans nos produits qui sont présents dans les boutiques du PSG, dans les boutiques en ligne de la fédération de rugby, de basket, voilà. Donc du coup ça fait qu'on est passé on va dire d'un ratio 95-5% de vente en B2B en 2021 à là en ce moment jusqu'à year to date on doit être quasiment à 50-50 en 2022. Donc du coup c'est un gros shift pour nous et c'est ce qui nous permet de maintenir une croissance globale malgré l'activité e-commerce qui est plus ou moins stable. Donc pour nous ça c'est ce qu'on a en 2022, c'est vraiment comme ça qu'on a réagi. En plus de continuer à essayer de développer un réseau de vente de concept store, de magasins de sport qui pourraient être intéressés pour vendre nos produits. Mais voilà, c'est vrai, le B2B, ça fait partie des vrais axes qui nous permet d'être indépendant aussi de Facebook et de la fluctuation des coûts d'acquisition. On se dit qu'il y a une partie de notre business qui est indépendante de ça et qui est complémentaire au final avec notre activité parce que notamment à Noël, à partir du 18 décembre, les gens vont plus trop acheter en ligne parce qu'ils ont peur de ne pas le recevoir à temps alors qu'ils vont aller se ruer dans les magasins. Si nos produits peuvent être aussi dans les magasins à ce moment-là, c'est tout bénef. Donc on voit ça de façon assez complémentaire. Donc c'est ce qu'on a vraiment utilisé en 2022. Et après, il y a plein de choses qu'on commence à mettre en place, peut-être avec un petit peu de retard. Mais c'est l'emailing. On a beaucoup trop tardé, mais on est en train de tout refaire parce que effectivement aujourd'hui, ce problème de coût d'acquisition, il a quand même des avantages au final. C'est qu'on tire des conclusions de ça. On dit on ne veut pas être dépendant des coûts d'acquisition. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est aller utiliser tous ces clients et essayer de leur vendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas au début parce que tout marchait tellement bien qu'on se posait même pas la question d'aller parler à nos clients. On se disait pas grave, tout marche, on continue comme ça. Là maintenant, on met en place quelque chose pour essayer de développer vraiment ce canal-là. L'idée, serait d'essayer vraiment de créer une communauté autour de Sport à l'affiche et ça passe par des réseaux sociaux en organique, de l'emailing avec des avantages, etc. Du parrainage, comme tu l'as dit Morgane, ça peut être très bien inclus dedans et de nouveaux réseaux. Et c'est vrai que nous, on a commencé assez récemment sur TikTok et on a vu des résultats qui pouvaient être assez prometteurs et clairement, c'est l'axe qu'on prend pour se développer, aussi bien sur le réseau que sur le format de nos créas qu'on va utiliser ensuite sur Facebook, etc. On va vraiment aller sur ce format TikTok. C'est vraiment ce format vidéo-là qui va marcher aussi sur nos pubs Facebook, nos pubs Insta, etc. Aujourd'hui, on prend vraiment un axe créatif là-dessus et c'est ça qu'on a vu, c'est ce qui nous a donné les meilleurs résultats ces derniers temps sur Facebook également. Alors, il y a 4 sujets qui ont été mentionnés dans un peu les interventions récentes là. Il y a le B2B, l'email, le parrainage sur lequel je ne sais pas si vous voulez commenter Maxime et TikTok. Ça donne 4 cartes, Maxime, j'ai envie de te donner la parole là. Je sais pas si elles te concernent ou peut-être pas du tout. Mais un petit peu, mais pas toutes, et puis on va les détailler. Concrètement, de notre côté, le parrainage, en fait, comme tu l'as dit, on vend une coque et en fait, il y a quand même des biais à ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément un produit où tu as du repeat et où tu as de la récurrence. Néanmoins, on sait, et ça on l'avait vu pendant le crowdfunding et en fin d'année, que c'est souvent cadeau parce qu'on a un produit qui est engagé, qui est made in France, qui est recyclé à l'infini avec une promesse où c'est produit recyclé en France. Et donc on voyait qu'il y avait des paniers où il y avait des fois 4-5 coques qui étaient achetées par la même personne et qui sont liées à du cadeau. Et donc ça, le parrainage, on l'a pas encore mis en place, mais on va le mettre en place sur du mailing. Nous, le gros point qu'on travaille en ce moment en complément de l'acquisition, même si c'est un petit peu différent puisque je pense de Thomas et peut-être de Morgane, c'est que l'acquisition aujourd'hui sur Facebook, on arrive à avoir une rentabilité, seulement elle est relativement faible, du coup on pousse pas non plus trop les budgets, mais du coup ça reste quand même aujourd'hui le vecteur principal de notre tunnel d'acquisition et ça doit représenter peut-être
70% de nos dépenses marketing, en plus du Google. Et derrière, on a vraiment mis en place plutôt des séquences de mails en fait assez automatisées qui viennent présenter le projet. En fait, ce qu'on constate, notre produit, si on le prend intrinsèquement, c'est une coque de smartphone. Donc, en toute logique, tu dois acheter une coque de smartphone quand on a un besoin. Et nous, tout notre sujet, c'est quand même au démarrage dans notre stratégie d'arriver à faire du marketing push, c'est-à-dire de présenter notre offre et de la rendre suffisamment lisible, suffisamment intéressante pour déclencher l'achat. Ça a toujours été notre challenge. Et le mail, il est important parce que on va beaucoup plus loin que ce qu'on peut présenter en fait, à mon sens, dans une créa et une page produit. Même si on fait du retargeting, etc., c'est toujours assez compliqué de présenter ça. Donc nous, on a vraiment mis en avant ces séquences de mails là et qui vont amortir finalement les dépenses qu'on fait en marketing initialement. Et après, pour répondre sur tes questions sur vraiment d'autres canaux, on a cherché à se diversifier, un peu comme Thomas sur du B2B, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des ventes pour des professionnels qui équipent leurs collaborateurs de flotte de téléphone. Souvent, ça représente pas des gros volumes et ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'on s'est pas focalisé dessus. Souvent, c'est une 50aine de coques et ils veulent un petit peu de perso, donc on a mis en place ça, mais on avait vraiment privilégié l'acquisition. Et la deuxième chose qui est intéressante de notre côté, c'était de rentrer sur des marketplaces ou des personnes comme Back Market, donc qui, là pour le coup, l'utilisateur achète son téléphone reconditionné, va pour aller chercher une coque directement, et là on arrive à faire des ventes avec un coût d'acquisition nul et un pourcentage de rémunération pour Back Market, mais on s'en sort bien là-dessus. Et sur les canaux digitaux, au début on est un petit peu parti tout feu tout flamme justement en se disant ouais, c'est vrai que Facebook moins rentable, etc. Est-ce que on va faire de l'omnicanalité, aller chercher du Pinterest, du TikTok? Et en fait, dans les faits, aujourd'hui on n'est pas suffisamment mature, et pour moi je pense que c'est pas une perte de temps, mais en tout cas des fois il faut vraiment savoir aussi bien comprendre un vecteur, aller plus loin, le maîtriser, et on voit que la performance, malgré tout, on peut aussi la chercher sur Facebook, je pense, dès lors qu'on change radicalement des choses. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Kudak aussi, en optimisant, et il y a vraiment des choses à faire et sur les pages de vente, le copywriting, et sur les créatives, effectivement, de changer complètement d'angle. Et je pense qu'on revient un peu sur des rudiments du marketing, mais qu'on avait un peu oublié dans les années 2020-2021, où finalement on mettait des choses qui marchaient complètement juste parce que c'était pas cher. Et là, on voit vraiment des différences très fortes où, pour être concret, on avait des taux d'ajout panier quand on a démarré à 5-6%, on doit les avoir entre 11-12%, donc on s'améliore encore, mais c'est des choses où on s'est doublé, et y compris sur les perfs en créa, on peut vite faire du x2. Donc j'aurais tendance à dire oui, Facebook est plus dur, mais pour moi il est loin d'être mort, il y a du monde, c'est gros, l'algo il est puissant, donc il y a encore franchement des choses à faire dessus, quoi. Donc le B2B en commun, même si c'est plus faible que Thomas, parce que c'est impressionnant le revirement que tu as passé de 95-5 à 50-50, c'est quasiment changé la nature de la boîte, c'est plus DNVB en fait là. Nativement, on est au-dessus du digital, mais ça s'est fait assez naturellement parce que en fait en 2021 on n'a pas du tout cherché à développer ça, donc c'est plus des concept stores made in France, cadeaux, qui nous ont contactés parce qu'ils ont vu nos pubs, Facebook, Insta, ce genre de choses. Ils nous ont dit c'est super, est-ce que on peut vous accepter qu'on référence vos produits? Et donc ça c'est jusqu'en 2021, c'était comme ça que ça se passait. On a fait zéro démarchage, quasiment pas, et c'est plus des gens qui venaient vers nous et on leur permettait de vendre les produits. Et après, quand on s'est lancé dans ce gros chantier d'aller contacter tous les clubs, tous les sportifs, toutes les fédérations, etc., assez naturellement, du coup, comme les produits sont quali et que l'approche est assez, mine de rien, on est sur de l'affiche qui n'est pas un produit hyper innovant, on va traiter de façon un peu innovante le sujet dans le monde sportif en tout cas, et notre offre, notre catalogue de produits, il est assez différenciant par rapport à tout ce que les clubs vont avoir, on va dire, dans leur boutique initialement. C'est un produit qui est un peu à part, et du coup ils sont au final tous ils veulent les référencer, et du coup nous c'est un truc j'ai fait ce démarchage commercial d'aller nouer des partenariats avec ces gens-là. Un des aspects positifs de ça, c'est qu'en plus de nous permettre de pouvoir vendre ces produits sur notre site et de pouvoir marketer là-dessus en utilisant le nom du club, le nom du sportif, etc., ça nous permet aussi de pouvoir toucher des fans en physique via les canaux de distribution des clubs. Pardon, j'ai
j'ai dit ok, juste en mute. Ça, on n'a pas raté grand-chose. Il y a un sujet du coup qui est noté sur ma feuille, c'est celui de TikTok. Morgane, tu nous en as parlé. Est-ce que c'est un truc dans lequel tu as l'ambition, enfin sur lequel tu as l'ambition de mettre l'accélérateur, ou est-ce que c'est un truc que vous avez déjà entamé? Ouais, donc nous TikTok là on le fait que en organique pour le moment et ça prend bien. Donc on veut carrément s'y mettre en sponsorisé. TikTok en payant, moi j'ai l'impression que c'est encore un peu flou pour tout le monde, en tout cas pour nous. C'est très nouveau, il y a peu de marques encore, enfin on s'y met vraiment au fur et à mesure et notamment au niveau des créas. J'ai l'impression qu'il faut pas des créas trop travaillés, il faut quelque chose de très intuitif, hein, vraiment comme qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une pub. Donc on se pose vachement la question des créas en fait, de se faire vraiment une prod de créa spéciale TikTok. Mais nous ce qui marche hyper bien c'est que c'est très décomplexé et qu'on peut vachement jouer de notre sujet dessus, un peu en se moquant voilà, un peu des boucles parfaites, un peu du diktat de beauté qui existe aujourd'hui, et en montrant plein de tips, comment se coiffer, comment utiliser tel produit, tout ça. Et on a également une communauté un peu d'amis de la marque qui nous font des petits réels ou des TikTok. On leur dit, bah tiens, on te file tel produit, est-ce que tu veux pas nous faire une vidéo comme ça? Et ça nous permet d'avoir du contenu un peu original, pas trop brandé non plus, parce que je pense que sur TikTok il faut pas que du contenu brandé. Mais ouais, là en ce moment on analyse vachement quand même ce qui se fait sur TikTok, notamment en termes d'ads, pour voir comment on peut se positionner dessus et que ce soit efficace. Parce qu'en plus en termes de coûts, alors dis-moi si je me trompe Théo, mais j'avais l'impression que pour le moment TikTok c'était assez cher, et ou alors c'était vraiment opaque et du coup on comprenait pas vraiment comment ça se payait et tout, mais voilà. Mais en tout cas ouais, moi je suis persuadée que c'est le canal sur lequel il faut être là dans les prochains mois. C'est là où on délaisse peu à peu Instagram pour TikTok quoi. Donc en tout cas nous notre clientèle est liée quoi. Pour l'instant, en retour sur le payant, c'est que c'est cher pour les conversions mais c'est pas cher pour les impressions, donc en fait c'est cher. Donc faut voir ce qu'on cherche. Mais je suis d'accord que pour la notoriété, c'est vachement bien. Mais c'est ça, est-ce que ça convertit? Est-ce qu'on va sur TikTok pour acheter? Moi, en tant que consommatrice, non. J'ai pas l'impression. Donc, est-ce que... mais du coup, on peut se dire qu'on achète notre popularité sur TikTok. C'est un autre modèle. C'est ça, faut bien le comprendre. Ouais, moi, je vois beaucoup TikTok comme un peu l'équivalent d'une assurance vie. C'est-à-dire que tu mets un petit peu tous les mois et tu prends un petit déficit. Et en fait, au bout de quelques années, tu seras millionnaire et tous les autres auront l'impression que tu l'as fait du jour au lendemain quand ça va devenir de la conversion. Mais du coup, je suis intéressé parce que toi, TikTok, t'as pris le sujet comme si je te posais la question sur le payant. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'organique. Ce que tu fais, comment t'as réussi à avoir des bons résultats. Qu'est-ce que t'as compris sur cette plateforme? Bah non, mais alors TikTok, c'est bien ça le truc, c'est qu'on ne comprend jamais rien. Faut faire plein de vidéos et tout d'un coup, ça buzz. Et on ne sait pas pourquoi. Donc rien, donc c'était pas grand chose. TikTok, ce qui marche, en fait, il faut suivre les trends. C'est-à-dire qu'il y a des trends sur TikTok, il faut faire de la veille, quoi. Faut vraiment regarder ce qui marche en ce moment, tout ça. Et surtout pas, nous on avait testé de mettre un peu nos réels Insta sur TikTok. Alors ça marche pas du tout. Beaucoup trop propre, pas assez TikTok. Et un TikTok qui a très bien marché pour nous là, ça a été... on filmait, on fait des ateliers parents-enfants et plusieurs rushs de ça avec une voix off. Et ça, en fait, les voix off, ça marche trop bien pour expliquer un peu, enfin voilà, nous ce qu'on fait. Et après, c'est ça, les trends du moment et puis et faire du volume. Hein. Sur TikTok, faut faire 3 vidéos par jour et au bout d'un moment, il y en a une qui marche. Ouais, et donc les 3, tu les fais en interne ou tu rentres celle que ton pool de... Oui. Non, on fait tout en interne. En com, bon là, on a des personnes qui arrivent, là on était un peu sous-staffés, donc on a un peu levé le pied sur TikTok parce que ça prend du temps, mine de rien, pour faire des trucs sympas. Et du coup ouais, on fait tout en interne, on se prévoit une matinée, une journée limite tournage TikTok, comme ça on fait tout d'un coup et voilà. On veut le faire en interne parce que ça représente quand même vachement l'âme de la marque, il faut que ce soit marrant et on a peur quand le sous-traitant, ce soit pas nos blagues, ce soit pas nous, ce soit pas la team. Alors que là c'est vraiment nous qui le montrons quoi. Voilà, mais TikTok, gros potentiel. Ouais, c'était intéressant ce que tu disais sur un peu ton pool de créateurs entre guillemets, donc les amis de la marque comme tu les appelais. Ouais, ça s'appelle le Bab Squad pour bar à boucle et c'est ça, c'est des filles qui aiment bien faire des petits TikTok, des petits trucs et du coup elles nous créent du contenu gracieusement, enfin contre quelques produits, tout ça. C'est trop bien parce que ça permet de voir d'autres visages, pour nous d'autres textures de cheveux, d'autres styles, tout ça, franchement c'est ultra sympa. Pour elles c'est assez c'est gratifiant, puis ça leur permet de sortir un peu de leur zone de confort en faisant des trucs parfois un peu plus artistiques si on leur demande. Et nous, ça nous permet aussi de pas tourner en rond. Tu sais, quand c'est tout le temps toi qui fais ton contenu, parfois tu peux te dire bon, je sais pas trop ce que je vais faire maintenant, j'ai pas
d'idées, quoi. J'ai pas d'inspi. Alors qu'avec un œil extérieur, les filles, elles vont se dire, ah ouais, moi j'ai vu une trend, j'ai vu Machine qui avait fait telle vidéo, ça m'a inspiré, je vais faire autre chose. Ça, c'est trop bien, franchement, de demander à sa communauté de nous aider à créer du contenu. Pour nous, ça marche hyper bien, en tout cas. Je recommande aussi beaucoup. Ça, si vous avez le luxe d'avoir des personnes, parce que le défi, c'est de trouver parmi les gens qui sont dans ta communauté ceux qui savent faire des bons TikTok. Ça, pour le coup, c'est un peu moins facile. Ah ouais, c'est clair. Après, nous, on a un cahier des charges. On dit, quand tu tournes, il faut un fond comme ça. Ça évite... encore pour TikTok, c'est pas grave, mais on avait ça pour Insta. Ça évite d'avoir quelqu'un qui tourne un réel dans sa salle de bain avec le truc à linge qui sèche derrière et tu vois les produits L'Oréal dans le fond, sachant que nous on vend des produits naturels, tu vois. Donc on a un petit cahier des charges, on dit voilà, il faut que les couleurs ce soit plutôt ça et ça pour pas que ce soit trop dégueu, quoi. On cadre un minimum. C'est un très bon moyen de se lancer, je recommande beaucoup. Ouf, c'est validé. C'est vrai. Si les chiffres le valident, je suis obligé de valider, je peux pas dire le contraire. À moins que vous ayez autre chose à ajouter sur le sujet TikTok, j'ai envie de parler d'email, qu'on n'a pas eu trop le temps de creuser. Alors je peux poser la question de façon ouverte et prendra la parole qui voudra. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie email sympa? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est mon sujet préféré, parce qu'en ce moment, on est à fond sur les mails. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que les mails, c'était has-been. C'était genre les newsletters, on en recevait plein, ça polluait la boîte mail, les gens ne s'abonnaient pas. Et en fait, les chiffres ont parlé, et pas du tout. En fait, ça marche bien, mais la clé pour ça, il faut faire des jolis mails qui ne sont pas... quand on le lit, il faut pas qu'on ait l'impression qu'on essaye de nous vendre un truc. Nous, on le tourne vachement comme ça. Il faut que ça vende une idée, un peu un mood. Faut pas que ce soit, regardez aujourd'hui telle promo, tout ça. Sinon, en fait, on n'a pas envie. On en voit déjà plein des pubs dans ce sens-là. Voilà. Pour moi, il faut pas mal bosser le message, la créa, que ce soit hyper inspirant. Quand ça arrive dans la boîte mail, on se dise, ah tiens, qu'est-ce que je vais découvrir de cette marque, un truc qui me fait plaisir et pas juste telle promo. Donc je pense qu'il faut vachement sortir de ce truc mercantile en fait. Je te rejoins, pareil Morgane. Nous historiquement on était vraiment très bourrin et on faisait offre et très peu, sans stratégie. Et ça fonctionne, mais c'est vrai que tu sens que ce qui marche bien, c'est quand tu as une récurrence quand même, où tu apportes de la valeur en fait. Nous en l'occurrence, on fait des newsletters et on fait des mails où on sait que notre audience elle est sensible à l'écologie, elle est sensible au Made in France, et du coup on a davantage apporté de la valeur sur ce qu'elles aiment, donner des bénéfices, que forcément tout le temps parler du produit. Et malgré tout, à chaque fois, on remontre un petit peu le produit, et en gros on aime bien dire on fait 3-4 mails comme ça pour un mail un peu plus promotionnel, même si à chaque fois dans tous les cas il y a du produit, mais vraiment ne pas bourrer que du produit, que de l'offre, parce qu'en fait au final on voit les taux d'ouverture qui baissent, et donc ça c'est ce qu'on met en place de notre côté, ce qui a plutôt bien marché par rapport à ce qu'historiquement on faisait avec juste un seul mail plus rare et où on faisait de l'offre. Bah écoute, c'est super. Moi, ça valide quand même pas mal de choses que j'essaie de mettre en place en ce moment, donc c'est cool. Nous, on n'avait pas de stratégie mailing, grosso modo, jusqu'à il y a pas longtemps. On avait des flows mis en place, relance panier, welcome série, mais très basique. Et c'est vrai que j'ai pris le chantier au corps là récemment. Je suis en plein dedans, donc mais grosso modo, et voilà, nous, l'idée c'est de faire un peu ce que vous avez dit, d'aller parler de la marque, parler de l'entreprise aussi, du côté humain derrière la marque, parce que c'est vrai qu'on partage toutes les DNBV, je pense qu'on partage un peu le côté d'avoir un côté humain. On est tous, on est des gens normaux, on n'est pas des gros mastodontes, et les gens, des fois, parce qu'aujourd'hui, avec des CMS, on peut avoir un site qui fait ultra pro, ultra gros. Les gens ne visualisent pas qu'en fait, derrière, c'est quelques personnes qui gèrent tout ça. Donc, c'est montrer un peu ce côté-là et montrer nos produits. Voilà, le produit, c'est la qualité, et essayer d'offrir du contenu aussi par rapport au sport aussi un peu, qui est un peu le lien qui va relier tous nos clients. Donc voilà, donc moi, je suis en plein dedans. Donc, pour le moment, nous, on a vraiment notre l'emailing, ça représente très très peu de chiffre d'affaires chez nous, mais justement j'essaie de mettre ça en place parce que voilà, grosso modo aujourd'hui ça devient, je pense, quasiment l'indispensable numéro 1. Quand nous, au moment où on s'est lancé, parce qu'on venait de se lancer, qu'on n'avait pas de base d'email, on faisait que de l'acquisition Facebook, Google, et un peu d'affiliation, et ça a bien marché. On s'est plus trop posé de questions. Maintenant, on est obligé de le faire, et c'est un sujet que j'apprécie aussi parce que je trouve ça sympa. C'est un peu plus créatif et ça donne un peu plus de liberté. Donc j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Top.
Écoutez, je vois le timer qui tourne, on est déjà à 50 minutes d'enregistrement, ce qui nous fera certainement 45 minutes, je pense, de rendu, ou 40-45 minutes, donc il va falloir qu'on mette un terme à cette discussion, parce que c'est un peu compliqué quand on doit un peu saupoudrer d'initiatives, ce que vous avez très bien fait d'ailleurs. Je pense qu'on a beaucoup de choses, on a parlé d'email, de TikTok, de parrainage de B2B, de Facebook Ads, et même un peu de marketplace. Donc je pense que ça donnera des bonnes pistes qu'on creusera après plus tard dans des épisodes thématiques. Je crois que j'en ai un d'ailleurs sur quasiment toutes les choses que vous venez de mentionner, où on recevra d'autres personnes qui pourront parler plus en détail des choses. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et ensemble. On va pouvoir se laisser tranquillement. Alors normalement à la fin du podcast je dis où est-ce qu'on peut vous retrouver. Est-ce que vous avez une source préférée? Je vais vous laisser chacun en dire une en prenant l'ordre alphabétique, c'est toujours plus simple. Moi directement sur LinkedIn à Maxime Prou, et vous verrez donc cofondateur Ekoya, et n'hésitez pas à me contacter donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit dans le podcast de Théo, je serais ravi d'y répondre. Moi je vais faire comme Maxime, je vais dire également directement LinkedIn, Morgane Brisson, ou alors sur l'Instagram Le Bar à Boucle. Directement je regarde nos MP très régulièrement et on répond à tout le monde, du coup je répondrai directement. Et de mon côté, pareil, très original, mais LinkedIn, Thomas Mercier, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et puis, je garde aussi un œil sur toute la partie, tout le SAV de notre boutique en ligne. Donc, éventuellement, vous allez sur notre site sportalafiche.com et vous nous aurez un email. Et normalement, je les regarde passer, je les traite pas tous personnellement, mais j'aime bien garder un œil dessus pour être sûr de pouvoir traiter tous les sujets importants. Top. D'ailleurs, Théo, sujet LinkedIn, moi je suis sûre que la marque employeur sur LinkedIn, ça apporte grave de la visibilité. Et moi je suis sûr que la marque personnelle, même sur LinkedIn, c'est-à-dire que si demain on prend chacun de vos comptes et on parle de vos histoires et un peu de vos produits, vous faites des impressions gratos. Ouais, non mais ouais, je pense que LinkedIn, on sous-estime LinkedIn. Ouais, non, on n'en a pas parlé. Ouais. C'est vrai mais c'est vrai que beaucoup de gens qui font du B2B l'utilisent beaucoup, mais quand tu fais du B2C, tu y penses moins. Mais c'est vrai que au final, tous les gens sur LinkedIn sont aussi des acheteurs de produits. Donc, Ouais, pour faire du storytelling, c'est trop bien. Et puis t'as des bons exemples quand même de gens qui vendent du B2C et qui arrivent à se servir de LinkedIn. Justin Hutto, Anthony Bourbon, enfin qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fonctionne quoi. Bon, malheureusement ça sera coupé non, ça sera pas coupé, mais ça sera teasé. Je ferai un épisode dessus parce que j'ai pas d'épisode sur LinkedIn. Je t'ai créé ton teaser pour ton épisode LinkedIn. Merci beaucoup Morgane. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vais leur donner rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Bruti Commerce. Ciao à tous. Merci à toi, merci à vous. Yes, merci beaucoup Théo.